Les sirènes déchirent la chaleur de Dar es Salaam. Ce qui n'était qu'un refus d'autorisation est devenu la fracture d'une nation autrefois tranquille. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré avait prévenu « Le silence coûte plus cher que la liberté » et ces mots franchissent la mer. Alors, quand les jeunes Tanzaniens brisent enfin le mutisme, que reste-t-il à ceux qui prétendaient incarner la stabilité ? La crise tanzanienne n'est pas seulement un épisode politique, c'est une leçon sur la fragilité du pouvoir. Quand les premiers étudiants sont descendus dans la rue, personne n'imaginait que leur voix défierait d'un demi-siècle de calme officiel. L'enjeu dépasse les frontières. Entre l'ordre imposé et la justice réclamée, l'Afrique observe son propre miroir. Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, rappelle que la vraie souveraineté commence lorsque le peuple peut parler sans crainte. Ce contraste, une jeunesse réprimée à l'Est, une jeunesse exaltée à l'Ouest, dessine les lignes d'un continent en bascule. Chaque décision du gouvernement Hassan résonne désormais comme un signal. Maintenir le silence ou risquer l'écoute. Et derrière ces choix se cache une question simple. Que vaut la stabilité si elle s'achète au prix de la peur ? Ce récit promet d'exposer non seulement les faits, mais les ombres. Comment une promesse de réforme s'est transformée en rappel brutal du pouvoir. Et pourquoi les mots de Traoré trouvent ici leur écho le plus brûlant. La première fissure s'est ouverte dans un geste presque banal. Un homme empêché d'assister à des funérailles. En Tanzanie, ce refus a suffi pour déclencher un orage social qu'aucune censure n'a pu étouffer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moins de 24 heures, plus de 10 villes se sont soulevées, 1 millier de vidéos ont circulé malgré le blocage des plateformes, et la police a procédé à des centaines d'arrestations. Sous ce tumulte, une vérité se révélait. Le pays longtemps célébré pour sa stabilité découvrait la peur de son propre peuple. Ibrahim Traoré, observant depuis Ouagadougou, évoquait déjà cette inversion du pouvoir, quand le silence devient plus dangereux que le bruit. Son avertissement, prononcé des mois plus tôt, trouvait ici un écho brutal. Là où la présidente Samia Suluhu Hassan avait promis la réconciliation, elle découvrait les limites de la patience populaire. Les images des premières marches rappelaient Tunis 2011 ou Dakar 2012, mais sans slogans importés. C'était un soulèvement forgé dans le langage du quotidien, entre le diesel et la pluie. Dans les universités, les mégaphones tremblaient dans les mains des étudiants. Dans les cafés, les écrivains tapaient leurs mots avant la panne d'électricité. Et sur les toits, les radios clandestines diffusaient une certitude nouvelle. La dignité n'a pas besoin d'autorisation. Ainsi s'est formé le miroir que Traoré décrivait. Un continent où la jeunesse ne cherche plus un héros, mais une voix. À Dar es Salaam, une silhouette s'est imposée comme symbole. Aïcha, étudiante en droit, mégaphone tremblant dans les mains. Sa voix, d'abord hésitante, s'est mêlée à des milliers d'autres jusqu'à devenir le pouls d'une génération. Quand elle a crié « Si assister à des funérailles est un crime, que restera-t-il demain ?» Le silence de la foule s'est rompu. Autour d'elle, chauffeurs, enseignants, écrivains, tous ceux que la routine avait rendus invisibles, ont suivi le mouvement. L'écho d'Ibrahim Traoré résonnait dans leurs chants. La liberté n'est pas un mot d'Occident, mais un acte africain. Dans cette première marée humaine, la colère se transformait en lucidité. Les slogans, peints à la hâte sur des draps, rappelaient une certitude simple. La paix sans justice n'est qu'une pause. Les réseaux sociaux amplifiaient chaque image. Les hashtags franchissaient les frontières plus vite que les camions de police. Mais derrière cette effervescence se cachait déjà la contre-réaction du pouvoir. Des listes circulaient, des noms disparaissaient, et les journalistes apprenaient à choisir entre publier ou respirer. Aïcha devenait malgré elle un fil conducteur, la preuve que, dans chaque révolte, un visage ordinaire peut incarner l'extraordinaire. Ce n'est pas seulement une lutte contre un décret, mais une bataille pour la mémoire collective. Et dans cette mémoire s'inscrit déjà la trace d'une vérité qui brûle plus lentement que les gaz lacrymogènes. Tout a commencé avant l'aube, à l'aéroport Julius Nyerere. John Heck, figure de l'opposition, voulait simplement quitter le pays pour assister à des funérailles. Mais son passeport fut confisqué, son téléphone saisi, sa liberté suspendue. Les caméras étaient déjà allumées. En quelques heures, les images ont parcouru la Tanzanie entière. Les étudiants sont descendus dans les rues. À Arusha, Dodoma, Mwanza, des foules criaient
Uhuru kwa wote, liberté pour tous. La police a répondu par des gaz, par des bâtons, par des interdictions, et chaque coup porté faisait naître 10 nouvelles voix. Le pouvoir pensait éteindre l'incendie. Il soufflait sur les braises. Les radios indépendantes furent réduites au silence. Les journalistes arrêtés. Les rassemblements dispersés. Mais le rythme des pas ne s'arrêtait plus. Dans les cafés, les écrivains rédigeaient leurs textes sur des batteries mourantes. Dans les universités, des jeunes partageaient les vidéos par Bluetooth, contournant la censure. Un enseignant, filmé en train de déchirer sa carte d'identité, lança la phrase qui devint un mot d'ordre. La paix sans justice n'est qu'une souffrance tranquille. Les autorités parlaient de désinformation étrangère. Elles répétaient le mot ordre comme une prière. Mais dans la rue, l'ordre signifiait peur. Les sirènes hurlaient, la pluie tombait et les voix se mêlaient à l'orage. Aïcha, encore là, se cacha derrière un taxi. Un garçon leva un drapeau déchiré, criant « La liberté n'est pas un crime ». Son image devint virale. À cet instant, le soulèvement prit un autre sens. Ce n'était plus une révolte étudiante, c'était un miroir tendu à tout un continent. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré prit la parole. Une démocratie qui fait taire son peuple n'en est pas une. Ces mots franchirent les frontières portées par les ondes et les réseaux. Le lien entre les jeunes du Sahel et ceux de l'océan Indien se forgeait dans le même souffle. Les jours suivants, la Tanzanie sembla respirer à contretemps. Les marchés rouvraient, mais les regards restaient méfiants. Les écoles sonnaient, mais les bancs vides rappelèrent l'absence. Dans l'état-major, on parlait de stabilité. Dans les maisons, on murmurait la peur. Et quelque part, dans les bureaux de la présidente, la décision tomba. Silence avant tout. Mais le silence, ici, n'était plus une fin. Il devenait une frontière entre deux Afriques, celle qui contrôle et celle qui réclame le droit de respirer. En une semaine, plus de 200-300 arrestations ont été enregistrées dans 8 régions selon des ONG locales. Chaque chiffre, pourtant sec, porte un visage, et derrière ces 2300, il y a des étudiants, des enseignants, des chauffeurs, des écrivains. Le ministère de l'Intérieur n'en reconnaît que 412, mais les vidéos géolocalisées prouvent le contraire. Cette différence numérique devient déjà une preuve politique. L'écart entre le récit officiel et la réalité du terrain. Le blocage de l'Internet mobile, mesuré par NetBlocks à une chute de 70% du trafic, marque une autre réalité. En 10 heures, les connexions vers les plateformes sociales ont presque disparu. Les autorités ont parlé de maintenance technique. Mais au même moment, les hashtags Uhuru kwa wote et Tanzania Speaks continuaient à circuler via VPN. Ce contournement massif démontre la rapidité d'adaptation d'une jeunesse connectée, aussi à l'aise avec les codes qu'avec le courage. Là où le régime cherchait à fermer les canaux, il révélait son propre décalage avec la génération numérique. La chute de 6% du shilling tanzanien face au dollar en une seule semaine en dit long. Un signe économique, mais surtout un signal moral. Les investisseurs étrangers se retiraient discrètement, redoutant une dérive autoritaire. Le tourisme, pilier du PIB national, perdait ses réservations à cause des images de gaz et de chaos diffusées par les chaînes internationales. Ici, la statistique rejoint l'éthique. On ne peut pas attirer les visiteurs en muselant les voix. Pour Ibrahim Traoré, ces écarts entre vérité et propagande, entre stabilité et peur, sont les indicateurs d'une crise plus large, la perte de souveraineté morale. Lui qui répète que la dignité et la gastc et la graine de la liberté voit dans ces chiffres non pas une défaite, mais une radiographie. Une démocratie ne se mesure pas seulement en urne ou en loi, mais en décibels de silence imposés, et quand le silence dépasse 90%, il n'y a plus de paix, seulement une inanesthésie collective. Plus le gouvernement parle de sécurité, plus la société tremble. Et ce tremblement désormais mesurable devient la nouvelle unité de mesure du courage africain. Deux récits s'affrontent. Le premier, celui du pouvoir, invoque la stabilité. Selon le gouvernement Hassan, l'ordre public est une condition de la prospérité. La jeunesse, dit-on, doit patienter le temps que les réformes portent leurs fruits. La démocratie, dans cette lecture, ne peut s'épanouir qu'à l'abri de la discipline. Chaque couvre-feu serait une précaution, non une punition. Le second récit, porté par la rue, défend une logique inverse.
Sans liberté de parole, affirment les étudiants et les écrivains, la stabilité n'est qu'un mirage statistique. Les chiffres de croissance perdent leur sens quand ils ne reflètent plus que le silence des majorités. Aïcha et ses camarades ne réclament pas le chaos, mais le droit de corriger la peur. Leur résistance n'est pas une insurrection, c'est une réclamation d'humanité. Ibrahim Traoré, depuis le Burkina Faso, a résumé ce dilemme dans un discours devenu viral. La souveraineté sans dignité n'est qu'une autre forme de dépendance. Sa formule, réemployée sur des pancartes à Dar es Salaam, a transformé un slogan de Ouagadougou en manifeste panafricain. Il n'opposait pas les gouvernements au peuple, mais les illusions à la vérité. Et dans cette tension se lie toute la fracture du continent. L'Est qui craint le désordre, l'Ouest qui craint la soumission. Les deux logiques peuvent coexister seulement si la confiance revient. Mais la confiance ne se décrète pas. Elle se mesure dans le regard des mères qui attendent leur fils, dans le geste des avocats qui plaident encore, dans les voix qui s'obstinent à chanter Uhuru Kwawot. C'est là que la Tanzanie rejoint le Sahel, dans le refus de confondre l'obéissance avec la paix. Une flamme têtue brûle encore. Au moment où les arrestations s'intensifient, un détail échappe au communiqué officiel. Les chants ne cessent pas. Dans les ruelles de Dodoma, des voix murmurent « La liberté n'est pas un crime à la tombée de la nuit ». Les autorités croient avoir gagné la rue, mais elles ont perdu l'écho. Les étudiants ne marchent plus, ils se souviennent. Les graffitis remplacent les camps, les cortèges, les prières remplacent les slogans. Le mouvement devient invisible, donc invincible. Et quelque part à Ouagadougou, Ibrahim Traoré reprend la parole. Il rappelle que la justice africaine n'a pas besoin d'accent étranger pour exister. Ces mots se glissent dans les messageries cryptées, réapparaissent sur les murs numériques, traduits, partagés, remixés. L'étincelle change de forme, mais non de feu. La Tanzanie découvre alors un autre langage, celui du silence actif, du courage anonyme. D'une protestation publique, la lutte se mue en résistance souterraine, où chaque souffle devient acte politique. Les conséquences s'étendent sur 4 plans distincts, comme les ondes d'un même choc. Sur le plan national, le gouvernement a maintenu l'ordre au prix d'une fracture civique. Les couvre-feux s'allongent, les journaux se taisent, les universités se vident. Selon les associations locales, près de 60% des jeunes interrogés déclarent ne plus faire confiance aux institutions. Ce chiffre traduit une perte d'autorité symbolique. Un État peut contenir la colère, mais non la déception. Sur le plan économique, le tourisme, qui représentait 17% du PIB, s'est contracté de 6,4% en 3 mois. Les investisseurs européens et asiatiques, craignant une instabilité durable, suspendent leurs projets. Le shilling continue de s'affaiblir. Et dans les marchés de Dar es Salaam, la peur se mesure désormais en prix. 1 kilo de riz coûte 40% de plus qu'avant la crise. Le silence, ici, a un coût comptable. Sur le plan diplomatique, les capitales occidentales appellent à la retenue sans sanctionner. L'Union africaine, prudente, parle d'affaires internes. Mais à Ouagadougou, Ibrahim Traoré adresse un message direct à ses pairs. La dignité n'est pas divisible par frontières. Son intervention bouscule les lignes. Le contraste entre son ton brut et la rhétorique polie de Washington illustre 2 visions du continent, l'une encore dépendante des manuels étrangers, l'autre cherchant sa grammaire propre. Sur le plan générationnel, le plus grand bouleversement s'ancre. La jeunesse tanzanienne, longtemps docile, découvre la valeur d'un mot interdit, mémoire. Les poètes composent en secret, les enseignants murmurent des leçons effacées des manuels. Dans les campus, une phrase circule comme un code, arrose la graine, nul besoin d'expliquer. Tous savent qu'il s'agit de la métaphore d'Ibrahim Traoré, reprise par les étudiants pour dire la persistance du courage. Au final, le pays semble intact, mais l'air n'est plus le même. La peur subsiste, mais elle cohabite avec quelque chose de plus solide, une conscience partagée. Et quand la conscience devient commune, aucune armée ne peut la dissoudre. Les prochains mois dessineront 3 trajectoires possibles, chacune suspendue à la même question, écouter ou contenir. Dans un premier scénario, le gouvernement Hassan choisit la prudence. Quelques prisonniers politiques sont libérés, Internet revient lentement, les discours s'assouplissent. Cette désescalade partielle apaise la tension,
sans la résoudre. La stabilité reviendrait, mais comme une cicatrice mal refermée, la peur resterait sous la peau. Dans un scénario plus optimiste, sous la pression régionale, un dialogue national s'ouvre. Les étudiants retrouvent la parole, les journalistes reprennent leurs émissions et les ONG participent aux réformes électorales. Ce processus pourrait transformer la crise en renaissance. Les paroles d'Ibrahim Traoré, réitérées à chaque sommet panafricain, y serviraient de fil conducteur. La justice n'est pas un mot occidental. Si cette voix inspire les jeunes Tanzaniens, le pays pourrait redevenir un laboratoire démocratique africain, fidèle à son histoire d'équilibre. Dans un scénario pessimiste, le pouvoir s'enferme dans la logique du contrôle. Les couvre-feux se prolongent, les médias étrangers sont exclus, la peur devient doctrine, les signaux économiques se dégradent, la fuite des cerveaux s'accélère. Une nouvelle vague de contestation clandestine s'allume, plus diffuse, plus imprévisible, et cette fois, elle ne parlera plus de politique, mais de survie. Entre ces trois chemins, une variable domine, la mémoire collective. Si elle est étouffée, la révolte renaîtra. Si elle est écoutée, elle se transformera en réforme. Et si elle est partagée, elle deviendra, selon la formule de Traoré, la racine d'une liberté qui ne meurt pas. Tout dépend donc non du bruit de la rue, mais du courage du silence. Regarder la Tanzanie aujourd'hui, c'est se regarder soi-même. Chaque génération africaine y retrouve une part de son propre silence. Les jeunes qui descendent dans la rue rappellent ceux de Dakar, de Lagos ou d'Ouagadougou. Ils ne demandent ni miracle ni messie, seulement la possibilité d'être entendus. Dans les quartiers populaires, les conversations s'étouffent encore dès que la politique s'invite. Mais la peur s'use, comme une corde trop tendue. Les chauffeurs de taxi chuchotent les nouvelles, les enseignants notant des vers de liberté dans les marges des cahiers. Et quand Ibrahim Traoré parle de langue de naissance, beaucoup comprennent sans traduction. La liberté, c'est un accent qu'aucun pouvoir ne peut effacer. Pour le spectateur, l'histoire tanzanienne devient plus qu'un récit étranger. Elle oblige à s'interroger. Que ferait-on, soit, face à la confiscation tranquille de la parole? Les images de Dar es Salaam, la pluie, les cris, les téléphones levés, tout cela réveille une vérité partagée. La démocratie n'est pas un mot d'État, mais une habitude de peuple. Dans chaque pays qui observe, ce drame agit comme un test moral. La neutralité devient complicité, l'indifférence, un choix politique. Et quand le continent tout entier se demande s'il faut se taire pour rester en paix, la réponse s'écrit dans les yeux de ceux qui n'ont plus peur de parler. Reconstruire la confiance exigera des gestes précis, mesurables, visibles. D'abord, il faut rouvrir les espaces de parole. Non pas des conférences mises en scène, mais des assemblées locales où étudiants, syndicats et journalistes peuvent débattre sans crainte. C'est le thermomètre d'une démocratie. Ensuite, il est essentiel de réformer la commission électorale. Son indépendance doit être garantie par la loi avec un contrôle public des nominations. Sans cela, tout scrutin devient théâtre. Il faut aussi lever la censure numérique. L'accès libre à Internet n'est pas un luxe, mais une infrastructure de vérité. Chaque connexion rend la peur plus coûteuse. Il est également crucial de protéger la presse. Créer un fonds régional de soutien, adossé à la communauté de l'Afrique de l'Est, assurerait la survie des médias indépendants. C'est la lumière qui empêche le retour du brouillard. Enfin, il convient de restaurer le dialogue continental. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré a proposé un réseau panafricain des jeunesses civiques. Relier ces mouvements transformerait la colère en coordination, la douleur en méthode. Ces 5 mesures ne garantissent pas le succès, mais elles offrent un cadre pour que la mémoire devienne politique publique. Si la Tanzanie les adopte, elle pourrait redevenir ce que son drapeau promettait, un équilibre entre paix et dignité. Et si elle échoue, alors les graines semées par Traoré et par ses échos à l'Est pousseront ailleurs, car la liberté, comme la pluie, trouve toujours une fissure. La caméra revient sur la bougie allumée devant l'université de Dar es Salaam. Personne ne sait qui l'a placée là, mais tout le monde s'y reconnaît. La flamme vacille puis se redresse, comme un souffle qui refuse l'oubli. Ce même souffle traverse maintenant les frontières. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré termine son discours en citant un proverbe mwaga. La vérité marche pieds nus, mais elle arrive toujours. Ces mots résonnent jusqu'à l'océan Indien, portés par les radios clandestines, repris dans les salles de classe, peints sur les murs effacés. Ce retour au motif initial, la lumière fragile dans la nuit,
devient la métaphore d'un continent qui apprend à respirer ensemble. Aïcha, l'étudiante, n'a peut-être pas gagné la bataille, mais elle a rallumé le langage. Et dans les yeux de ceux qui l'ont entendu, la peur recule d'un pas. La Tanzanie, miroir du courage africain, rappelle que le silence ne se brise pas d'un cri, mais d'une mémoire partagée. Et cette mémoire, désormais vivante, porte le nom que Traoré a semé, dignité. L'histoire de la Tanzanie n'appartient pas qu'à ses rues. Elle appartient à tous ceux qui refusent que la peur définisse le futur. Ce qui brûle à Dar es Salaam éclaire aussi les couloirs de Dakar, de Lomé, d'Abidjan. Car chaque fois qu'une jeunesse choisit la parole, l'Afrique entière respire un peu mieux. Ibrahim Traoré l'a dit sans emphase. La dignité se partage ou se perd. Cette phrase, simple et implacable, devient une invitation. Partager, c'est raconter. Raconter, c'est refuser l'oubli. Alors, si vous croyez que la liberté n'a pas besoin de permission, portez cette histoire, diffusez-la, discutez-la, confrontez-la. Les nations se construisent moins sur les pierres que sur les voix, et les voix, même étouffées, finissent toujours par se rejoindre. Quand le silence retombera, que restera-t-il de nous? La peur ou la mémoire? À chacun d'y répondre avant que d'autres ne le fassent à notre place.